Le président Patrice Talon est en visite de travail en France. Hier lundi, il a été reçu par son homologue français avec qui il a échangé sur 5 dossiers d'importance capitale. Lancement hier de l'opération de tracé depuis près de 2 ans, les travaux d'Aquararou dans le 3e arrondissement de Parakou. C'est le maire Charles Toko qui a donné le top des travaux au grand bonheur des riverains. Assemblée générale hier à Parakou des 3 ordres de l'enseignement. Objectif, évaluer la situation de leur mouvement de grève enclenché depuis quelques semaines. 4 secrétaires généraux de centrales et confédérations syndicales y étaient. Bonjour, direction Cotonou, Hermione Maoulikontor, vous nous donnez des nouvelles de la visite du chef de l'État en France. Vous avez l'antenne. Bonjour Clovis Brissa-Foucault, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour la suite de ce journal depuis Cotonou. Évidemment, le président Patrice Talon en visite de travail en France. Il a été reçu hier donc, lundi, par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Les 2 personnalités ont échangé autour de 5 dossiers clés, en particulier celui de la restitution des biens culturels donnés aux pillés pendant la colonisation. À ce sujet, écoutons les 2 personnalités. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir présenter dans notre offre touristique patrimoniale ce patrimoine qui est le nôtre, qui aujourd'hui est partagé par la France, qui est ici parce que l'évolution du monde, des communautés humaines, mues par l'intérêt et donc dans lequel donc les rapports de force ont pu donner la position dominante ou la position de force à une communauté contre une autre, qui relève donc de l'histoire du monde. C'est bien qui sont ici et qui sont, je dois le dire, qui matérialisent les relations historiques entre les peuples du Dahomey, des royaumes du golfe de Guinée d'entre-temps et la France, ne nous donne pas, ne nous met pas dans un sentiment de conflit, de revendication absolue. Parce que nous sommes conscients que c'est parce que le monde a ainsi évolué que ces patrimoines se sont retrouvés ici et qu'ils relèvent également de l'histoire de la France. Nous sommes dans une démarche de négociation, de coopération, afin que ces biens qui ont été le témoin d'une histoire entre 2 peuples, ces biens qui concernent aussi bien l'histoire de France que l'histoire du Bénin, même si ces biens appartenaient, nous appartenaient, continuent de nous appartenir, ces biens-là. L'idéal pour nous aujourd'hui, entre la France et le Bénin, 2 pays amis qui coopèrent, un pays, le Bénin, qui bénéficie de l'appui de la France pour son développement, ce contexte, cet état d'esprit, nous donne nous met dans une dynamique de négociation qui va au-delà de nous tenons absolument à obtenir telle ou telle chose. Ce que nous voudrions, c'est que tous ces biens fassent également partie de notre patrimoine culturel, touristique, afin que, pour ce qui peut être restitué, pour ce qui va rester ici, pour ce qui ne sera pas même identifié et qui sera, qu'on verra demain comme faisant partie de ce patrimoine, puisse rentrer dans une dynamique globale de coopération, d'échange, afin que ce ne soit pas simplement sur un objet que nous ayons une action, c'est sur l'ensemble, mais pas dans un esprit de conflit, mais dans un esprit de coopération. C'est d'ailleurs pour cette raison que personne ne m'a parlé, pour vous citer entre guillemets, des œuvres pillées par la France pendant la colonisation, fermez les guillemets. Pour la raison d'ailleurs toute simple que ces œuvres
ont souvent quitté l'Afrique pour plusieurs raisons. D'abord, pendant la période de colonisation, parce qu'elles ont pu être, en effet, à ce moment-là prises, parce que parfois, elles ont été l'objet de trafics qui ont été d'ailleurs accomplis par des Occidentaux comme par des Africains. Ensuite, parce qu'elles ont aussi été le fruit de différents échanges de marchands d'art. Et enfin, parce qu'elles ont parfois été ramenées en France par des missions anthropologiques afin d'être protégées. Ce qui est le cas d'ailleurs de plusieurs de ces œuvres, qui pour certaines viennent de l'ancien royaume du Dahomey et qui sont exposées au musée du Quai Branly, avec des grandes missions anthropologiques qui ont marqué l'histoire française du XXe siècle. Donc je ne serai pas aussi caricatural que votre formule. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que j'ai souhaité voir ces œuvres circuler, pour certaines être restituées, pour d'autres être prêtées. Il faut pour cela qu'il y ait un cadre. C'est le but de la mission Savoie-Sarre. Pourquoi? Un cadre pour que ces œuvres soient protégées. S'il n'y a pas les conditions de bonne conservation, s'il n'y a pas les professionnels pour les protéger, s'assurer qu'il n'y aura aucun trafic, qu'il n'y aura aucune attaque, qu'elles ne seront pas perdues, nous ne ferions pas notre travail collectif. Et donc, il y a là un cadre de partenariat scientifique, muséographique, culturel, qui doit être construit. C'est l'objet de cette mission donc, qui se déroulera durant l'année. Mais je pense qu'il y a aussi certaines œuvres sur lesquelles la problématique est parfois plus aisée. Il y a aussi des pays qui sont plus avancés que d'autres dans cette volonté, ce qui est le cas du Bénin, et qui fait que j'ai souhaité que, pendant même que cette mission expertise un cadre d'ensemble, nous puissions envisager justement des circulations de certaines œuvres d'art, peut-être plus simples, dès cette année. Retour à Cotonou, le préfet du littoral, Modeste Toboula, effectue une descente à Tokplébé dans le premier arrondissement de Cotonou pour sensibiliser les occupants des abords des côtes à vider les lieux. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion de cette descente pour annoncer le démarrage de l'opération Ouragan. Émeric Kokopeli, Mathias de Souza. Ce n'est qu'un avant-goût de la nouvelle opération dénommée Opération Ouragan qui sera lancée les tout prochains jours. Et cette descente du préfet du littoral a pour objectif de sensibiliser les occupants des zones considérées comme des ghettos à vider les lieux. Mais très tôt, la sensibilisation a pris une autre allure. Allez, vite, 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 vite. Chef, tu attends ce que je dis là. L'opération Ouragan consiste à nettoyer nos côtes de tous les ghettos. Vous savez très bien que ces dernières semaines, il y a eu des attaques sur nos côtes en ce qui concerne, j'allais dire, la recrudescence de la piraterie. On ne peut pas construire une économie en laissant de côté le volet maritime. Et aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de ressources dans le pays. Donc les bateaux qui accostent sur nos côtes, on doit pouvoir leur garantir la sécurité. Une demi-heure aura suffi pour détruire ces habitations en matériaux précaires. Des habitations construites sans autorisation et occupées par des personnes de moralité douteuse. Il se fait que les ghettos qui se trouvent le long de ces côtes-là constituent les lieux de regroupement des hors-la-loi qui séjournent en permanence dans ces lieux-là pour orchestrer, n'est-ce pas, leur invasion sur nos côtes. Et donc nous avons décidé de procéder à l'opération Ouragan afin de débarrasser totalement nos côtes, n'est-ce pas, de ces lieux d'insécurité et qui concourent, n'est-ce pas, à la recrudescence de la piraterie sur nos côtes. Les abords des côtes doivent présenter un nouveau visage à Sonnier Modeste Toboula. Et déjà, l'autorité préfectorale annonce cette phase de déguerpissement sans complaisance. Mais écoutez, l'heure a sonné. Ils savent très bien que la plupart n'ont pas un titre de propriété. C'est des squatteurs, des gens qui sont venus s'installer d'eux-mêmes. Et on ne peut pas, il n'y a pas de procédure pour qu'ils comprennent que l'heure a sonné. Ils ont eu le temps. Normalement, mais on devait les verbaliser. On devait même leur faire payer des dommages et intérêts parce qu'ils ont occupé anarchiquement le domaine public. Mais l'État a voulu laisser de côté ce volet pénal en leur demandant simplement, bon, maintenant ça suffit, replier, parce que nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de sécuriser nos côtes. Et ça, il n'y a même pas de débat, ils vont partir. Et je leur ai dit ça. Même les bâtiments qui sont en ruine,
le long des côtes. Et les propriétaires sont invités en 24 heures à venir chercher les effets qu'ils jugent encore utiles pour eux. Autrement, le jour suivant, on va nettoyer. L'opération Ouragan s'étend sur plusieurs jours et prend en compte l'ensemble du littoral. On change de registre à présent. Les mouvements de grève secouent depuis un bon moment le pays et cela est surtout ressenti dans le secteur de l'enseignement. Que pensent les élèves béninois et dans quel état sont les candidats aux différents examens de fin d'année? Nous avons été dans l'un des plus grands collèges de Cotonou. Reportage. Parce qu'on nous retarde. On n'a pas fait beaucoup de cours, quoi. On nous retarde. J'ai peur qu'on blanchisse l'année, quoi. Gladys a de la peine. Elle risque d'être à jamais marquée par les mouvements de grève en cours. Gladys n'est plus loin de perdre la chance de poursuivre les études. Mes parents disent que si on blanchit l'année là, que je vais arrêter de poursuivre les cours. C'est ça ils disent à la maison. Et hier là, mes parents ont encore dit que s'ils blanchissent l'année là, et je ne vais plus aller à l'école, je ne vais plus venir au cours. Je ne sais pas pourquoi. Cette fille n'est pas seule à craindre de faire les frais de la grève en cours. Depuis le début du mouvement déclenché dans les 3 ordres de l'enseignement, Sainte-Rita est de ces collèges où les activités se déroulaient malgré tout. Ce lundi, les choses ont changé. Le professeur était venu du coup. Quand il était venu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il était venu, on avait commencé les cours normalement. Après, il a pris son sac et il était sorti. Normalement, on devait faire cours les lundis et les vendredis. Mais maintenant, je crois que les profs ont décidé de ne même plus nous faire cours les lundis. Ils ont décidé de nous laisser à nos sorts. Sainte-Rita, l'un des derniers bastions qui résistait à la grève, est tombé. Et ce lundi matin, impossible de mettre la main sur un enseignant opposé au débrayage. Les défalcations et la rétention des salaires ont transformé les professeurs en grévistes radicaux. Il y a eu braquage des salaires. Les salaires des travailleurs ont été braqués. Et ça veut dire quoi? C'est à dessein que c'est fait. Au début du mouvement, les professeurs qu'on appelle les prestataires ou bien honoraires ne suivaient pas le mouvement. Mais on a vu qu'à la fin du mois de février, même des salaires de décembre sont restés impayés. Janvier et février ne sont pas encore payés jusqu'à présent. Donc, vu cette injustice, on a décidé que nous allons nous rapatrier à la cause. 96 heures de grève par semaine, sans compter la journée de lundi, elle aussi consacrée aux assemblées générales. Les différents groupes pédagogiques que forment les élèves sont dans la panique. Le spectre de l'année blanche domine les débats. Ça ne nous aide pas du tout cette grève. Et on ne veut même pas que la couleur de l'année soit blanche. Pour moi, c'est un problème de désarroi qui d'abord stabilise la psychologie des élèves. Parce que, vous voyez, sans vous mentir, je suis venu aujourd'hui dans l'impression de travailler. En ce qui concerne l'année blanche, ça dépend de ce que le gouvernement décidera. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. L'incertitude qui caractérise l'école béninoise est résumée dans cette classe de terminale. Une image, ces écrits-là qui dominent le tableau noir. Allez Madrid, comme pour dire, l'école est dans le coma, vive les distractions. Et voilà, ce sera tout pour les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi. Clovis Brissa-Foucault, je vous retourne l'antenne. Au revoir. Merci à vous, Hermione Maoulik-Ponto, pour toutes ces informations. Parlant des grèves dans le secteur de l'éducation à Parakou également, les acteurs des 3 ordres de l'enseignement se sont une fois encore retrouvés ce lundi matin pour une assemblée générale en vue d'évaluer la situation de leur mouvement de grève. À l'école primaire publique OCBN, c'est là qu'ils se sont retrouvés, motivés à poursuivre le mouvement. Compte rendu, Léon Batonwero, Pierre Agbakwe. C'est une foule d'enseignants mobilisés prêts à poursuivre la grève que l'on pouvait voir ce lundi matin à Parakou. En assemblée générale, une fois encore, à l'école primaire publique OCBN, ils ont répondu à l'appel de leurs dirigeants syndicaux. C'est dommage qu'on en soit là, mais c'est grâce à vous
que cette bataille sera gagnée. Et je vous ai dit, la victoire est déjà de notre côté. Je vous demande de maintenir, ce ne serait plus, je ne vais pas utiliser un autre mot, je dirais la flamme de la grève. Si c'est ça qu'on veut, allons-y simplement. Nous ne sommes pas des compétiteurs nés, nous sommes des combattants nés. Et par rapport à ça, nous devons aller jusqu'au bout de nos revendications. Pas même les confiscations de salaire, disent-ils. Encore moins les défalcations sur salaire ne les ébranlent aujourd'hui. Bien au contraire, les résolutions du Conseil des ministres du 28 février dernier, qualifiant désormais leur mouvement d'illégal et d'abandon de postes par les grévistes, apparaissent comme un nouveau stimulant. Le camarade Djongbenou, l'éminence grise du pouvoir, celui qui était dans nos bureaux à la bourse du travail, mercredi rouge. C'est pas aujourd'hui qu'on fait grève dans ce pays et ils constatent que notre grève est illégale. C'est eux qui entraînent le président Talon dans le décor. Dans le décor. Parce que nous ne connaissons pas Talon comme ça. C'est l'employeur qui prend l'initiative d'appeler le travailleur pour dialoguer. C'est l'employeur qui a l'initiative du PV. Quand nous faisons la séance, est-ce qu'aujourd'hui, l'absence de PV doit être imputée au travailleur ou bien doit être imputée à l'employeur? De quoi nous parle-t-on? Lorsque dans un ménage, votre épouse n'ouvre pas la bouche pour vous dire « je suis fâché », est-ce que vous ne pouvez pas constater qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle a besoin de vous faire une demande écrite pour que vous sachiez que ça ne va pas dans le ménage? Au-delà de ça, quand vous prenez la charte sur le dialogue social, vous verrez en son article 6 que le gouvernement s'engage à ne jamais déclarer une grève illicite, mais à saisir la justice pour que la justice constate elle-même le caractère licite ou illicite d'une grève. Pour cette troupe déjà acquise à la cause, la présence des responsables confédéraux de la COSI, de la CGTB, de la CSA Bénin, de la CSTB ne pouvait juste que raviver l'engagement des enseignants du Borgou. Les camarades de la santé, il a pris des engagements qu'il n'a pas honorés. Malgré ça, les camarades de la santé sont allés au service, Talon les a débarqués. Est-ce que c'est à nous qui allons reprendre le chemin de l'école sans articulation? Notre grève, ce n'est pas seulement pour les statuts particuliers, mais c'est pour sauver l'école de la ruine. C'est pour une école où il doit recruter suffisamment d'enseignants. C'est pour une école où il doit donner les manuels, les cahiers d'activité à nos apprenants. C'est pour une école où ce n'est plus les parents qui vont continuer par payer les instituteurs communautaires. Notre grève, c'est pour un recrutement massif. Notre grève, c'est pour donner un mieux-être à nos frères honorés dans le secondaire. Les travailleurs des 3 ordres d'enseignement maternel, primaire et secondaire n'entendent donc pas renoncer à leur grève si l'exécutif béninois ne se ravise. En attendant, chaque lundi est considéré comme journée d'assemblée générale et dès ce mardi, la motion de grève de 96 heures par semaine est mise en exécution avec une marche prévue vendredi prochain. Et pendant ce temps, les clés des écoles sont déposées jusqu'à la réouverture d'un dialogue sincère et la satisfaction des revendications du monde enseignant. Les travaux d'ouverture et de tracé des voies de Dakbararo ont été lancés ce lundi par l'autorité municipale. C'était en présence des populations venues massivement lui témoigner toute leur gratitude. Dieudonné Babatonli. Depuis près de 2 ans, les travaux de lotissement ont été suspendus dans la commune de Parakou. Après les vérifications du cabinet d'audit, les lotissements qui respectent les normes sont autorisés à reprendre. Ici, c'est Dakbararo, une localité située au nord-ouest dans le 3e arrondissement de Parakou. Après avoir été longtemps oublié, ce quartier connaît enfin l'ouverture des voies pour une meilleure urbanisation. Nous lançons ce lotissement pour montrer aux gens qu'à partir de maintenant, nous avons fini tout ce qu'il y a comme enquête sur le terrain. Nous avons fini tout ce qu'il y a comme audit. Donc les lancements, nous lançons officiellement
les lotissements dans la ville de Parakou. Nous appelons les populations à collaborer. Certes, ce serait très dur parce que nous serons obligés de casser des maisons, mais les populations n'ont qu'à comprendre que c'est pour leur bien et que de toute façon, Parakou ne serait resté comme ça. Désormais, plus rien ne sera comme avant, dixit le conseil municipal. Et pour le prouver, il joint l'acte à la parole. Ce matin, nous sommes venus pour joindre l'acte à la parole. Parce qu'ils nous souviennent que nous avions annoncé depuis quelques semaines que les travaux de recasement seront couplés, n'est-ce pas, des ouvertures de voies pour permettre aux populations d'accéder facilement, n'est-ce pas, à leur propriété. Et pour aussi donner de la valeur, n'est-ce pas, aux parcelles, afin de valoriser aussi la transaction foncière. Les bénéficiaires se réjouissent. Pour eux, c'est un nouveau jour qui se lève pour leur quartier. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Parce que pendant tous les maires qui ont précédé, on avait mené toutes nos démarches pour pouvoir aboutir à ces ouvertures de voies qui n'ont pas abouti. Mais aujourd'hui, grâce à notre maire Charles Toko, ça a été une réalité. Nous le remercions beaucoup par rapport à tout ce qu'il a fait pour notre quartier, parce que tout développement démarre par une voie. Il y a un quartier qui est déjà loti, dans lequel on n'a pas eu des ouvertures de voies, on ne paye rien. Les travaux en cours ici sont des ouvertures de voies de 30, celles de 20, de 15 et les servitudes de 12 mètres. La route du développement passe par le développement de la route dit-on. Si cela est avéré, Dakpararou et les quartiers environnants présenteront un nouveau visage beaucoup plus reluisant dans les prochains mois. On finit par ce fait de société. Une auberge a été cambriolée dans la nuit de ce dimanche au quartier d'Okparou de Parakou. Bilan d'importantes sommes emportées et le gérant molesté. Constat Samson Cabral Adinsi, Makaka. Nous sommes ici dans une auberge au quartier d'Okparou à Parakou. Une auberge qui a reçu la visite des hors-la-loi au petit matin de ce lundi. Je me suis couché dans ma chambre quand un ami m'a appelé pour dire qu'il est en train de venir avec une de ses copines qui ne peut plus rentrer. À peine il a coupé, j'ai entendu un bruit derrière. Je me suis dirigé vers le lieu pour aller voir si c'est un client qui était là-haut. Bon, si c'est le vent qui bouge les portes comme ça. J'ai fouillé première porte, deuxième porte, c'est au niveau de la troisième porte. Il m'a surpris avec l'âme et le coucoupe. C'est un coucoupe neuf. La suite, vous pouvez l'imaginer. Ce visiteur exceptionnel a tenu le gérant de l'auberge au respect, et ce pendant un bon moment. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Il m'a dirigé vers la cour ici. Tu dors où? Amène, va dans ta chambre. J'ai dit non, je ne dors pas ici. Donc je l'ai fait entrer dans une autre chambre. C'est là qu'il a commencé à me bastonner avec le coucou, me donner les coups en désordre. Il m'a dit de poser qu'entre me tuer et couper mon bras, lequel je préfère. Il a dit il n'a qu'à couper mon bras parce que j'ai encore autre chose à faire dans la vie. Ils ne sont pas ici seul, je vais. Je lui ai tendu le bras gauche, il a dit qu'il ne veut pas ça, que de mettre le bras droit. Donc c'est pas là, il m'a donné un coup ici. Donc après, il est sorti, il a fui pour partir. 10 minutes après, il est revenu. Moi, je me suis dirigé vers ma chambre pour fermer la porte à l'intérieur. Et j'ai appelé mon second pour dire, il faut informer les gens. Pour qui veulent aller venir beaucoup, il ne faut pas que lui seul vienne. Parce qu'il a de pistolets sur lui. Donc il est venu maintenant avec force pour venir défoncer la porte. Il tirait et le gong qu'on va lâcher. Maintenant, après ça, il est rentré avec fusil sur moi. Il est ressorti pour aller chercher une bouteille de Beaufort. C'est la bouteille qui est déposée dans la chambre. Donc, il m'a dit, si je ne parle pas, il va me tuer. Il a dit, je n'ai pas d'argent ici. Et ce que vous avez vendu? Je lui ai dit, le patron est venu chercher ça derrière. Il me dit que c'est faux, que l'argent là est avec moi, que paraît-il que c'est moi qui garde l'argent parce qu'on a dit que je suis l'enfant du patron. Et il a dit non, que le patron même venu chercher ça derrière. On discutait, quand il m'a encore donné un autre coup de coucou ici, avec ici. Donc, j'ai été obligé de donner ce qui est là avec moi. Il m'a dit on va fouiller. On a fouillé mon sac, fouillé mon portefeuille. Il a dit qu'il n'a rien à foutre avec mon portefeuille. Donc, on a trouvé son 10 000 dedans. Il a pris ça. Il a dit ça reste encore. Comme il me pressait comme ça, il était aussi nerveux. J'ai été obligé de lui céder en lui donnant des sous. Et il est parti. Plus de 100 000 passés, à 25 000. Il y a un monsieur qui m'a remis 25 000 si nous devait 25 000. Il y a aussi un 12, 11 000 quelque chose.
Lui m'a remis l'argent de nos fournisseurs, plus de 60 000. Michel a eu la vie sauve au prix du butin emporté. Pour le promoteur de l'auberge, c'est une expérience malencontreuse, mais édifiante. La vie d'un homme est plus chère que ce que nous appelons ressources financières. Et les servantes qui ont quitté les lieux dans la nuit jusqu'à 3h, 4h, elles ont fui pour essayer chez les voisins, elles cherchaient à les récupérer pour voir si ces servantes-là sont au nombre, s'ils n'ont pas été blessés, parce que c'est capital. Tous les clients que nous recevons aujourd'hui, que ce n'est pas vraiment des clients, c'est des meurtriers, je dirais, des braqueurs, des grands bandits. Ils sont avec nous, ils boivent avec nous. Toi, le promoteur, ils te prennent même à boire sans le savoir. Donc, c'est de dire à tout promoteur de bar et d'hôtel de prendre les dispositions parce que Parakou n'est pas en sécurité, mais que les forces de l'ordre m'excusent, il en reste encore parce que la sécurité ne règne pas du tout. Voilà qui remet au goût du jour l'épineux problème d'insécurité à Parakou. C'est fini pour Info 13h de ce mardi. L'information revient sur votre chaîne dès 19h. Portez-vous bien.